On laisse le temps aux gens d'arriver, puis on fera une petite intro d'ici 2 minutes avec tout le monde. Yes, ça marche. Salut. Ça fait plaisir en tout cas de t'avoir avec nous. Eh ben oui, pareil, c'est C'est réciproque. l'update habituel, hein. C'est vrai, ça L'update fait un petit moment habituel. qu'on en a pas fait un, mais ouais. Dès qu'on a le premier message, je fais l'intro. Ouais. On a un peu moins de reach par ces temps obscurs, tout simplement parce que... Attends, déjà je vais envoyer sur le Telegram peut-être Starknet France, parce que les gens sont fatigués des crypto-monnaies, donc on essaie des nouveaux Toi, trucs. mine de rien, t'as un bon indicateur de l'état du marché finalement via tes stats d'audience et tout. Hein. Ah ouais, C'est complètement. intéressant ça. Hein. Là, ça montre que le retail n'est pas encore revenu, quoi. Après, YouTube, c'est à part. Super, on a tout le monde. Et ben, je fais une petite introduction. Coucou Twitch, coucou YouTube, je suis en compagnie d'Abdel, que vous connaissez très probablement, qui a bossé initialement pour Consensus, donc pour Ethereum d'une certaine façon, et qui aujourd'hui bosse pour un des principaux Layer 2, à savoir Starkware, Starknet, plus précisément pour le nom du Layer 2, puisque Starkware, c'est l'entreprise derrière tout ça. Aujourd'hui, on va surtout parler d'Ethereum. On fera un point aussi, bien sûr, sur Starknet, mais je pense que la priorité aujourd'hui, c'est de parler d'Ethereum. Qu'est-ce qui se passe ? Les gens sont stressés. Pourquoi leur bag ne pump pas? Pourquoi Ethereum est en retrait par rapport à Solana? Et ben, ça va être ma première question pour toi, Abdel. Qu'est-ce qui se passe selon toi? Selon moi, un mot, je dirais, c'est le mot écartèlement. Qu'est-ce que j'entends par ça? Je pense qu'Ethereum est en train de se faire écarteler par Bitcoin d'un côté et Solana de l'autre. En fait, la proposition de valeur d'Ethereum, elle n'a jamais été autant mise à mal. Le problème, si tu veux, pour moi, hein, c'est que il y a beaucoup de gens de la communauté Ethereum qui ont peur de l'émergence de Solana, et c'est vrai que Solana est le plus gros gagnant de ce cycle. Hein, des derniers mois, c'est incroyable la résilience qu'ils ont montré, à quel point ils arrivent à avoir toute l'attention, tout le mindshare des gens qui sont encore là, le peu de gens qui restent, parce que comme tu l'as dit juste avant, il y a déjà une fatigue globale du marché, etc. Et parmi le peu qui sont restés, c'est vrai que les spotlights sont vachement mis sur Solana. Et du coup, il y a pas mal de gens qui commencent à se dire que Solana peut devenir dangereux. Et en fait, Ethereum est écartelé. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est soit se dire on doit aller un peu plus compete sur le terrain de Solana, mais potentiellement au prix de faire encore plus de compromis. Mais en fait, si tu arrives à ce modèle où tu fais plus de compromis que là on en fait aujourd'hui, ben, tu perds l'essence même d'Ethereum qui fait. En fait, pour moi, le gros risque, c'est de tomber dans le piège de dire Solana est un danger et il faut qu'on compete et qu'on réagisse maintenant. Être trop réactif par rapport à Solana, là, serait un danger. La roadmap d'Ethereum, elle est claire, entre guillemets, même si elle est complexe, etc. Oui, non, ouais, c'est un gros mot ce que je veux dire. On y viendra. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que les points à améliorer sont identifiés, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, etc. Ce serait potentiellement une erreur de vouloir rusher pour aller trop vite dans une autre direction qui mettrait en mal la proposition de valeur de base d'Ethereum. Et Bitcoin est très fort en ce moment. Et là, si on le voit sur le côté institutionnel, l'intérêt des institutionnels, gouvernement, etc., c'est même devenu un sujet politique majeur à un moment donné, aux États-Unis, etc. Tout le monde attend les résultats des élections présidentielles. Donc, les spotlights institutionnels, gouvernementaux sont sur Bitcoin. Et la partie retail et les DJs sont sur Solana. Donc, Ethereum se fait écarteler. C'est pour ça que je parle du mot écartèlement. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans un écartèlement. Donc, je te reprends. Institutionnel sur Bitcoin, Monsieur Tout le Monde sur Solana. Exactement. Donc, moins de travaux sur Ethereum d'une certaine façon. Exactement, ouais, tu le résumes bien. Écosystème Ethereum ou L1? Parce qu'il y a deux sujets. On pourra aller plus en détail aussi sur ça, mais alors, l'écosystème Ethereum, je dirais plutôt l'écosystème Ethereum dans son ensemble, avec une seule exception qui est Base. Voilà, Base qui est le seul qui arrive à se tirer du lot pour plein de raisons, mais notamment le fait qu'ils ont une intégration verticale et la force de frappe de Coinbase, et qui sont prêts à flirter avec certains use cases de manière très frontale, Memecoin et compagnie, mais on aura l'occasion d'y revenir. Donc ouais, je pense que c'est quand même global avec l'écosystème Ethereum. En plus, c'est vrai que y a aussi cette narrative que les L2 sont parasites à Ethereum, ce qui fait que ça sème encore plus le doute dans la communauté. Et en fait, quand tu vois qu'il y a plein de L2 qui n'arrivent pas à se lancer, bon déjà, tu vois, par rapport au marché, tu as une fatigue quand même, hein, notamment sur les General Purpose, EVM L2, il n'y a plus de différenciation. Tu vois, quand tu regardes les FDV des derniers lancements des EK EVM, c'est de moins en moins. Là, par exemple, le Scroll, le dernier en date, tu vois, ça en dit long, tu vois, sur cette fatigue. Ouais. Donc, en fait, le côté d'un narratif L2 qui sont parasites à Ethereum, le côté que Ethereum est boudé et que tu vois les ETF, les inflows des ETF sont catastrophiques sur Ethereum, là, comparé à Bitcoin. Donc, ouais, c'est vraiment écartèlement, quoi. Et du coup, pour toi, bon, forcément, tu bosses pour Starkware, donc je connais un peu la réponse, mais pour toi, est-ce que ces L2 sont vraiment parasites à Ethereum ou c'est vraiment que le marché n'a pas cerné ce qui se passe? Pour être honnête, je pense que dans une certaine mesure, ils peuvent l'être. Alors, je vais essayer de préciser. Ils peuvent l'être
dans le sens où, effectivement, il est vrai que si on n'arrive pas à résoudre les problèmes d'interopérabilité, de fragmentation de liquidité, etc., et qu'on n'arrive pas à voir l'écosystème au Ethereum comme un tout un peu indivisible, ça peut être un danger. C'est vrai que ça peut être un danger de chaque L2 qui va essayer de tirer la couverture vers lui, etc. C'est un peu ce qui se passe avec des... Et puis là, en plus, c'est assez accentué parce que le fait qu'il y a des super L2 qui deviennent très puissants, dangereux, dans une certaine mesure, comme Coinbase, etc., parce que tu as aussi des gens qui commencent à se dire « Ouais, mais Coinbase, ça reste quand même l'archétype de quelque chose qui est très centralisé, corporate, etc. » Et quand tu revois, par exemple, les revenus qu'ils arrivent à générer, c'est des contre-incentives à aller vers de la décentralisation, etc. Donc, ça peut commencer à faire peur. Tu vois, dans une autre certaine mesure, quand tu vois des Arbitrum qui ont racheté une team qui travaille sur un consensus client du Ethereum. Tu vois, c'est vrai que on peut, d'un point de vue extérieur, tu peux te dire qu'ils deviennent dangereux parce qu'ils sont trop puissants. Certains L2 sont trop puissants. Et s'il n'y a pas une collaboration et en gros cette volonté d'avancer tous ensemble dans le même bateau qu'est Ethereum, ça peut être dangereux. Okay. Donc, je peux comprendre qu'on puisse considérer que la thèse L2 peut, dans une certaine mesure, être parasitique. Surtout qu'on a une explosion des L2. Si tu veux, avant, quand tu avais vraiment que les OG L2, etc., il y avait moins de questionnements sur l'alignement Ethereum parce que aussi c'était beaucoup plus sérieux, c'était beaucoup moins hype-based, etc. Tu vois, après, tu as eu les Blast, machin, qui jouaient sur des guerres d'incentives de yield, etc., qui déployaient des trucs qui n'existaient même pas. Donc, plus on a multiple, plus aussi c'est cette partie un peu cycle, ici, capital infini pour l'infra, et tous arrivent aujourd'hui à se lancer. Tu vois, tous ceux qui ont levé il y a 2-3 ans des grosses sommes et qui commencent à se lancer aujourd'hui, mais qui n'ont pas autant d'attachement aux fondamentaux que les OGL2, tu vois, c'est un peu dangereux. Et pour être honnête, moi je te dis, moi pourquoi je le ressens comme ça aussi, c'est parce que justement, tu as même une frustration grandissante parmi les OGL2 qui sont attachés aux fondamentaux. Par exemple, nous, en fait, c'est extrêmement frustrant de voir tous ceux qui gagnent, etc., et de pourquoi ils gagnent. C'est l'antithèse de ce à quoi on croit nous. Et en fait, c'est super frustrant et dangereux. Donc, parce qu'après, le risque, c'est de dire, attends, on va faire comme eux. Et puis, du coup, voilà. Tu vois. Et après, tout le monde progressivement perd ses fondamentaux. Et de la même manière qu'Ethereum est un risque de vouloir faire trop du Solana et de perdre son identité, ce qui donne sa valeur de proposition. D'ailleurs, ça, c'est un truc que je tiens à souligner par rapport à Anatoly, que j'adore. C'est qu'il est honnête sur ce que Solana est et n'est pas. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens autour de lui, enfin, pas autour de lui directement, mais dans l'écosystème Solana, qui essaient de faire croire que Solana est un Ethereum killer. Mais lui, il est très honnête sur le fait que c'est pas du tout un Ethereum killer et que l'objectif n'est pas le même. Et ça, j'apprécie beaucoup de Anatoly, par exemple, ce côté-là. Voilà, Anatoly qui est cofondateur de Solana, pour ceux qui n'ont pas la ref. Du coup, on voit des propositions quand même, sans parler de rushing, qui serait d'améliorer le Layer 1. Et je pense notamment augmenter potentiellement son gas limit d'une part, donc le nombre de transactions qu'on peut faire passer dans un bloc qui est aujourd'hui 12 secondes, ou d'autre part, laisser le même gas limit, mais réduire le block time peut-être à 8 secondes au lieu de 12, ou même 6, etc. Est-ce que tu penses que ça vaut le coup pour toi ou est-ce que c'est trop risqué et justement c'est à éviter? Je suis d'accord qu'il ne faut pas abandonner le scaling du L1. Ça, c'est vrai et c'est la thèse de pas mal de gens, notamment, je pense à quelqu'un avec qui on en parle souvent et qui en parle beaucoup sur Twitter, c'est Robert de Multiverix, qui est, pour le coup, j'ai craché tellement sur Elrond et Multiverix, mais lui, je le respecte. Il a raison. C'est vrai que lui, il n'arrête pas de dire, les gars, si Ethereum abandonne la volonté de scaler au niveau du L1, c'est pas bon. Tu vois. On peut pas. Je suis aligné sur le fait qu'on ne peut pas miser uniquement sur la roadmap roll-up centrique, même si c'est la meilleure façon de scaler de manière de masse, etc. Mais il faut quand même l'accompagner d'amélioration au niveau du L1. Il ne faut pas l'abandonner totalement. Donc ça, je suis d'accord. Je pense que c'est intéressant dans un premier temps de potentiellement améliorer la partie. Plutôt, si je devais choisir, je dirais plutôt que je diminuerais le temps des blocs. Je pense que c'est. Le block time. Ouais, je serais plutôt. Je vais te challenger là-dessus. Moi aussi, je le pense. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui connaissent plus ou moins et qui répètent, et c'est de bonne guerre, et qui disent oui, mais si on baisse le block time, les solo stakers, ils vont dégager et ça va devenir quelque chose d'encore plus centralisé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que justement il y a un seuil où on peut quand même se permettre? Là, le seuil décidé, ce serait de l'ordre de 8 secondes. Est-ce qu'on pourrait aller à 8 secondes là? Ouais, moi dans l'état actuel, je pense que oui, sachant que Vitalik il a fait pas mal de sondages et que le bloqueur n'est pas tant la partie difficulté à lancer un nœud, un validateur, etc., mais plutôt le capital économique que ça induit. Donc le bloqueur pour augmenter le nombre de solo stakers est plutôt la barrière des 32 ETH. Donc Vitalik aussi propose potentiellement de la descendre à 1, donc quelque chose qui serait assez drastique. Il semble que c'est ça le bloqueur le plus urgent à résoudre. Donc en fait, ce qui me fait dire que
On pourrait, dans l'état actuel, descendre à 8 secondes. Je pense qu'il faudrait un peu plus d'analyse détaillée, etc. Mais je pense qu'on a de la marge et que sans augmenter trop ce que ça demanderait sur le staker en termes de puissance de machine, etc., ça serait acceptable dans l'état actuel, je pense. Ok. Ça induirait quoi, typiquement? Plus de bande passante, un ping plus bas, un processeur plus puissant, plus de RAM, ça induirait quoi de baisser le time? Ça induirait quoi? Ça induirait d'être capable, d'être sûr de pouvoir à la fois processer un bloc et vérifier la partie consensus dans le temps imparti, plus faire toutes les responsabilités que tu as en tant que validateur. Donc, voilà. Ouais. Dans un temps qui serait plus petit. Donc la partie exécution, c'est fine parce qu'en vrai, ça représente une partie très négligeable par rapport au temps de bloc. C'est pas du tout ça. Donc, mais la propagation des transactions là-dedans, parce que Bitcoin, c'est 10 minutes. Voilà, Bitcoin, c'est 10 minutes parce que ça laisse le temps à tout le monde d'aller prendre les transactions dans le même pool, d'être en phase avec ce qui se passe. Si on blesse trop ce block time, est-ce qu'il va pas se passer des gens qui vont être complètement désynchronisés avec le pool de transactions? Tu as raison, la contrainte la plus forte pour revenir à ta question, du coup, très clairement, c'est la bande passante. Ouais, effectivement. La pression la plus urgente, c'est la bande passante. Donc, c'est pour ça que ça demande plus d'études quand même pour savoir à quel point ça mettrait des gens de côté ou pas, à quel point ça pourrait être dangereux. Mais oui, la pression la plus urgente, c'est la bande passante. Ouais. C'est pas le CPU, c'est pas. Donc, Internet. Connexion Internet et ping. Ouais, exactement. D'accord. Mais d'un autre côté, après c'est là où c'est difficile de... Tu vois, par exemple, c'est littéralement la thèse de Solana, c'est que ils veulent méga optimiser et en fait, leur thèse, la bandwidth, ça va toujours améliorer, un peu, ça va suivre la loi de Moore et compagnie. Donc si tu te dis, si ce que dit Solana est vrai, ça veut dire que ça ne sera pas non plus un problème pour Ethereum. Et dans ce cas-là, ce serait potentiellement judicieux de suivre ce pass-là, mais après le risque c'est que tu reviendrais un peu dans les trucs qu'on critique sur Solana, d'avoir imposé des contraintes trop fortes pour exécuter des validateurs, etc. Là où tu mets la frontière, c'est pas simple en vrai, parce que c'est pas binaire, c'est vrai que c'est toujours une question de compromis, etc. Donc ouais. Bah tu vois, en fait c'est difficile de répondre avec précision, me demander est-ce que la 5G ça suffit. T'as pas les mêmes niveaux de 5G partout dans le monde, hein. T'as des 5G qui sont très bonnes, t'as des 5G qui sont en dessous de la 4G. Je vous invite avec votre téléphone parfois quand vous allez à l'étranger ou dans certaines grandes villes, vous verrez des fois, vous repassez en 4G, vous aurez un meilleur réseau qu'en 5G. Pour la simple et bonne raison que les antennes 4G, 5G, etc. Elles sont disposées d'une certaine façon un peu partout, et que si vous êtes loin de l'antenne, vous vous faites avoir. Autre chose, si vous prenez par exemple une carte SIM ou une carte SIM virtuelle type eSIM, il peut se passer que, par exemple, je vous donne un exemple perso, vous êtes en Thaïlande ou à Singapour ou autre, mais l'entreprise qui vous vend la eSIM, elle va être en Autriche. Vous allez avoir vos paquets qui vont passer entre l'Asie et l'Autriche et l'Asie à longueur de temps. Vous allez avoir un ping qui est gigantesque, qu'on se le dise, 400 de ping, 500 de ping. Et suffit que vous multipliez ce ping un certain nombre de fois le temps que les informations circulent. Et on arrive vite à des secondes, en fait. C'est pour ça que sur Solana, c'est différent parce qu'on leur dit d'emblée, vous devez être connecté à une fibre optique. Et une fibre optique, vous avez généralement moins de 20 millisecondes de ping. Voilà. Mais dès que vous passez sur des réseaux type cuivre, donc de l'ADSL, du VDSL, des trucs type coaxial aussi, des réseaux 4G, 5G, etc., il y a d'autres contraintes qui se font, donc faut voir à quel point vous avez envie de toucher tout le monde, tout simplement. Et c'est là la difficulté. Ouais. Parce qu'encore une fois, dans des grands pays, vous allez avoir des très bonnes connexions, à d'autres endroits pas du tout. Et on se dit, ces grands pays, c'est quoi? Ça va être l'Occident, donc l'Amérique, l'Europe, etc. Mais nous, on a aussi envie de faire venir les gens d'Afrique, d'Australie, d'Asie, certains pays d'Asie, etc. Donc il faut tester individuellement les réseaux. C'est là tout le sujet de la fameuse décentralisation dont on nous parle. Et c'est pour ça que Bitcoin n'a jamais cherché à baisser son block time. Parce que de ce que j'ai compris, Ethereum, initialement, n'était pas à 12 secondes. On était même plus à du 15 secondes au début, non? Sur les blocs. Ouais. Et on a baissé à 13, puis on a baissé à 12. Ouais. Donc, il n'y a pas de solution magique. Non. Zach Nani a perdu. Zach Nani, toujours la référence. On nous a jamais vu dans la même pièce. Hein. C'est vrai. Non, mais un jour, je ferai le nécessaire pour que vous vous rencontriez. J'aimerais bien, ouais. Ouais, bien sûr. Ouais, Zach, il est passé en mode marathon, lui. Donc, c'est un autre délire. Ah ouais. Putain. Ouais. Mais c'est un grand sportif de base. Petit aparté, Zach, à la base, il faisait du volleyball, en fait, à niveau semi-pro, je crois. Et en fait, il s'est blessé. Et comme il s'est blessé, il est tombé dans Call of Duty à mort. Et c'est là où il a commencé à prendre beaucoup de poids. Ouais. C'est ça l'histoire. Ok, donc, du coup,
Donc, scaler le Layer 1 Ethereum, oui. Donc, on parle de trucs classicaux type réduction de block time, augmentation de gas limite. Est-ce qu'il faudrait mettre le sharding de nouveau sur la table? En sachant qu'il y a plusieurs types de sharding, mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Je pense que c'est pas urgent. Enfin, si tu vois, si je devais te donner un ordre de grandeur, je pense qu'on peut vivre sans dans les 5 prochaines années, si tu veux. Ouais. En gros, je pense que c'est long, hein. Je pense que oui. Mais je pense qu'on peut vivre avec un scaling propre avec les L2 en fixant l'interop et la fragmentation et en faisant quelques ajustements sur le L1 et du cleaning et avoir le donk sharding pour enlever la contrainte par rapport à la data availability et on a de la marge, tu vois. Une fois qu'on a ça, on a vraiment de la marge. Ok, mais comment on fixe cet interop là? Qu'est-ce qui est fait factuellement pour améliorer l'expérience entre le L1 et les L2 entre eux? Ouais. Alors, il y a pas encore de design final pour les solutions. Il y a pas mal de travaux de recherche, notamment Vitalik qui en a parlé un petit peu. Donc, en gros, ça va être beaucoup de la standardisation. Ça va être beaucoup de la standardisation, c'est que chaque L2 doit arrêter de faire les trucs à sa sauce, entre guillemets. Tu vois, par exemple, si tu as besoin de faire un bridge, etc., chacun va faire son truc maison à sa sauce. Et finalement, on fait tous différemment, on a tous des différences, etc. Donc, la première étape, c'est vraiment standardiser. C'est de se dire, les gars, on se pose sur la table, on discute quels sont les besoins. On a besoin de faire du messaging entre différents L2, entre le L1 et le L2, comment on peut faire ensemble. Donc ça passe par beaucoup de standardisation, donc typiquement des ERC dans ce cas-là, parce que ce n'est pas des changements au niveau du protocole Ethereum en lui-même, c'est plus des standards. Des spécifications techniques, ouais. Voilà, et pourquoi c'est aussi long d'ailleurs? Parce que bon, ça fait un moment qu'on connaît le problème. Ça prend du temps parce que justement, le problème, c'est que ça met de la tension sur les teams existantes, sur les trucs en production, parce qu'en fait, on a tous du legacy, parce qu'on est parti dans des directions qui sont potentiellement différentes, etc. Donc, ça nécessite de se mettre sur la table. Donc déjà, gros effort de coordination, de discussion, et de se mettre d'accord, parce qu'en fait, tout en restant le plus neutre possible, dans le sens ne pas faire une solution qui va arranger, je sais pas, un truc qui va arranger que Optimism, mais qui va mettre dans la merde casing, ou vice-versa. Il faut arriver à trouver le dénominateur commun qui est le plus favorable pour tout le monde en mode avec le moins d'efforts possible, si tu veux, pour que ça soit réaliste. Et, par exemple, tu vois, si demain il y a une convergence sur un truc qui favorise que les EVM et qui nous met complètement sur la touche, bah nous, forcément, on va taper du poing sur la table. D'ailleurs, c'est ce qui se passe déjà, en fait. C'est un peu ce qui se passe, pour être honnête, oui, tu as raison. Donc, c'est un point de vigilance. Faire en sorte que Ethereum, parce qu'en fait, c'est ça sa force de proposition. Par rapport à Solana, d'ailleurs, si on peut revenir sur le sujet, c'est l'un des points majeurs, justement, sur la crédibilité neutre. En fait, c'est ce qui est en train de mettre Ethereum dedans, entre guillemets. Parce que Solana, ils acceptent d'être pas neutres. Ça veut dire aussi qu'ils ont le droit de, entre guillemets, être kingmaker, c'est-à-dire de pousser fortement des applications sur l'écosystème, favoriser tel ou tel use case, prendre des décisions drastiques pour dire on va faire de la ZK compression pour que les NFT coûtent moins cher. Tu vois, ils sont plus à l'aise à faire ce genre de décisions drastiques et dire ok, c'est fine, on assume, on veut ça. Voilà. Pour Ethereum, c'est beaucoup plus dur. Et donc, il y a toujours cette tension entre ces trucs-là, avancer assez vite, mais en étant plus neutre. Et là, c'est vrai que nous, par exemple, c'est vrai qu'on est à risque par rapport à ça. On est à risque parce qu'on est. Il n'y a pas beaucoup de alt VM dans les Layer 2. On est la seule. Ah non, il y a Fuel maintenant. Il y a Fuel, ouais. Ouais, il y a Fuel. Donc, nous aussi, on doit être là, surveiller, taper du poing sur la table quand il y a des trucs qui sont trop orientés EVM dans le design. D'ailleurs, il y a justement les ERC là, de compatibilité. Aujourd'hui, ils sont quand même assez fortement orientés EVM. Il y a des petits trucs qui font que tu peux avoir de l'adaptation, mais ça nous met une pression supplémentaire à nous que les EVM n'ont pas. Donc, il y a ce côté un petit peu fairness par rapport à tous les L2 qui est difficile à gérer sur Ethereum, qui fait que ça prend plus de temps. Alors, par exemple, là en Thaïlande, tu vois, il y a DEFCON qui arrive et il y a un Interop Forum qui est organisé pour tous les L2, donc on va participer. On va se rassembler sur la table avec Polygon, Optimism, zkSync, Arbitrum et tout ça, et essayer d'avancer. Donc, il y a des workshops qui vont être prévus. Je peux t'envoyer les liens si tu veux. Donc, c'est le Ethereum Interop Forum. Tac. Et donc, c'est une série de workshops. Donc, tout le monde se met là et on essaie de faire avancer les choses. Donc, des gens qui vont présenter les différents ERC, standards, etc., de discuter entre tous les L2 et essayer de faire avancer le schmilblick. Ok, et tu y vas d'ailleurs en Thaïlande pour la conférence? Non, malheureusement non. Toi, tu y vas? J'imagine. Non, malheureusement, non. Ah ouais, je sais à quel point tu kiffes. Ouais, je sais. Mais tu bosses, ça pourrait être du taf, ça fait partie de ton taf. Oui, bien sûr. Mais bon, là, on a quand même bien enchaîné entre Singapour et Bali. D'accord. Et je retourne à Singapour en décembre, mais mis à part ça, c'est très orienté dev. Et nous, ce qui nous fait avancer, c'est surtout le B2B. Donc, est-ce que ça aurait été adapté? Je ne sais pas. Alors que, par exemple, Token 2049, ça l'a vraiment été. Donc, voilà. Ok, donc, Interop Forum, très bien.
Maintenant, Ouais. j'aimerais qu'on parle un peu plus de décentralisation entre les L1 et L2 parce que absolument personne n'a de réseau de séquenceurs décentralisés aujourd'hui. On a vu Unichain qui nous annonçait pour début 2025 que ça allait arriver. Ouais, juste il y a quelqu'un qui dit dans le chat l'expérience de dev est merdique sur Ethereum en comparaison avec Solana. Frérot, je pense que t'es pas dev pour dire ça. L'expérience de dev sur Ouais, Solana, c'est elle est littéralement dégueulasse. l'inverse. Ah, C'est non, mais littéralement vraiment. l'inverse. Beaucoup, il y a des trucs sur lesquels Solana est meilleur, mais pas l'expérience de dev, frérot. Demande à Non. n'importe quel dev. C'est dégueulasse, mais genre vraiment. J'ai retesté justement récemment pour voir si ça s'était amélioré. C'est une catastrophe comparé à Ethereum. Ouais. Mais Et c'est d'ailleurs pour ça que Sui et Aptos prennent du lead parce que exactement. apparemment Parce que Move va être bien meilleur dev avec ce 100%. bien meilleur. Ah, bien Exactement. meilleur. Parce qu'en fait, pour vous donner un petit peu de matière sans avoir besoin d'être dev, c'est que Ethereum est tellement vieux par rapport au reste qu'il y a énormément d'outils qui ont été créés pour simplifier la vie des développeurs à tous les niveaux. Et donc, du coup, quand tu cherches une information, tu as des vidéos YouTube, tu as des forums, tu as des sites spécialisés, tu as des développeurs du monde entier, etc. Ouais. Alors que Solana, c'est en train de se construire, mais c'est beaucoup plus une galère. Alors, tu as certains avantages. Tu as certains avantages. Par exemple, tu as le count abstraction natif sur Solana, c'est vrai. Alors que tu l'as pas nativement sur Ethereum, il faut que tu passes par d'autres trucs. Mais à part ça, il y a quand même beaucoup d'outils sur Solidity. Le tooling n'est pas du tout au niveau de Ethereum. Objectivement, c'est un fait. Hein. Tu peux demander, même les devs sur Solana, ils vont te le dire. Tous les devs sérieux sur Solana, ils vont pas mentir. Ça, c'est sûr. En plus, je pense que c'est accentué sur un truc qui fait peut-être le succès de Solana. C'est pour ça que ça double tranchant. C'est qu'il y a eu beaucoup moins cette culture de l'open source, en fait, sur Solana. Tu vois. Et en fait, mine de rien, ça y fait. Ouais. Parce qu'en fait, ça veut dire que les développeurs aussi il y a beaucoup plus d'exemples en Solidity, etc. pour un dev, parce qu'il peut reprendre n'importe quelle open source, forker, etc. Ce qui contribue à améliorer beaucoup le tooling, etc. Et aussi, tu as beaucoup plus de funding. Tu vois, par exemple, Paradigm, on peut dire ce qu'on veut sur Paradigm, mais avec Foundry, c'est énorme ce qu'ils ont fait. Foundry a révolutionné la DevEx, la Developer Experience sur Ethereum. Donc, ouais. Ouais. Et puis, voilà, Solana, c'est un petit peu comme... c'est plus bas niveau d'une certaine façon, c'est que vous devez optimiser votre code pour les performances, alors que vous pensez moins de cette façon-là sur Ethereum. Bref, passons, je te relance sur la partie séquenceur décentralisé. Oui. Elle est où la décentralisation sur les layers 2? Voilà, parce qu'on a Unichain qui a annoncé un réseau de séquenceurs décentralisés pour début 2025. Ils annoncent même que ces séquenceurs décentralisés pourront manger, c'est-à-dire qu'on rajoute de l'utilité au token uni, et donc on va redéverser des revenus sur les validateurs. On a vu également un réseau de séquenceurs décentralisés récent qui s'appelle Astria qui a été lancé. Après, je mets des petites parenthèses sur le séquenceur décentralisé. On a 11 validateurs, dont 5 qui sont l'équipe. Et après, c'est les copains à côté. Bon, il y a un début à tout. Qu'en est-il de l'existant? C'est-à-dire Starknet, Polygon, zk-Sync, etc. Pourquoi tout le monde traîne la bite pour le faire? C'est quoi le problème en fait? Oui, ouais, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on ne parle pas assez de pourquoi ça prend tant de temps. Alors en fait, c'est intéressant ce que dit Pierre Toupip. Décentraliser ce séquenceur, c'est revenir au point de départ, mort de rire. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Je vais revenir dessus. Très bonne remarque. Le problème, c'est que c'est pas aussi simple que juste de mettre un truc de consensus proof of stake sur les séquenceurs. C'est pas du tout aussi simple que ça. La nature même des roll-ups fait qu'en fait, tu peux pas décentraliser de la même manière que tu décentralises le L1 ou whatever. Aussi, pour revenir un peu lié à la question qui vient de poser, encore une fois, j'aime toujours rappeler pourquoi on décentralise un L2. Voilà. On ne décentralise pas un L2 pour la sécurité à proprement parler, parce que la sécurité d'un L2, en tout cas dans un zk rollup, ne vient pas du fait que c'est décentralisé, elle vient du fait qu'il y a des preuves mathématiques, etc. Qui fait qu'on ne peut pas tricher même si c'est centralisé, pour le dire très clairement. Par contre, ça pose quand même deux problèmes quand tu es centralisé. Ça pose un problème de résistance à la censure et un problème de liveness, donc disponibilité du réseau. Donc, disponibilité du réseau, ça veut dire que nous, par exemple, on opère Starknet de manière centralisée. Si notre séquenceur il tombe, personne ne peut envoyer des transactions sur Starknet. Et deuxième problème, c'est la résistance à la censure. Techniquement, bien sûr, on ne le fait pas, mais techniquement, on pourrait censurer des transactions. Donc, pour ces deux raisons-là, on doit décentraliser. Ou faire de la MEV sur le dos des utilisateurs. Ouais, 100%, on pourrait faire. Ouais, on ne le fait pas, pareil. Donc, petite traduction, imaginons Starknet disent je préfère telle transaction en premier plutôt que celle-là. Comme ça, quand il y a des transactions à peu près en même temps, on peut dire c'est celui-là qui achète en premier, puis celui-là, et ensuite tu fais une transaction de revente, et en fait, tu achètes à un meilleur prix qu'une autre personne, et tu revends après, donc tu génères un petit bénéfice. Et c'est comme ça aujourd'hui que beaucoup de validateurs et d'applications décentralisées font de l'argent, notamment sur Solana. Il y a énormément de validateurs qui utilisent le client Jito pour pouvoir faire ça, en fait. Et je pense qu'un bon 30 à 50% des revenus des validateurs sont sur cette activité de MEV. C'est pour vous dire à quel point c'est important
pour faire de l'argent, mais forcément, c'est de l'argent que tu prends dans les poches des utilisateurs. Je te laisse Exactement. Donc, ouais, voilà, absolument, c'est hors de question qu'on considère même l'idée de faire de la MVE. Éthiquement, c'est impossible, ça ne passe pas, tu peux pas justifier ça. Et en plus, pour des raisons réglementaires, régulations, si tu fais ça, tu te tires une balle dans le pied, c'est sûr et certain. Okay. Nous, on a une logique qui est très simple, c'est qu'on fait du first come, first serve, ça veut dire on exécute les transactions dans le sens qui arrive. Donc, on fait aucun reordering des transactions. On n'a même pas de fee market, donc voilà, pour dire à quel point on n'a pas de reordering. Donc voilà, résistance à la censure, etc. Donc, alors, c'est intéressant. Pour la partie résistance à la censure, techniquement, on pourrait avoir même de la résistance à la censure sans même décentraliser. D'ailleurs, il y a quelqu'un de L2Bit qui a tweeté aujourd'hui un fait marquant. Ok. Il existe aujourd'hui un roll-up qui est en stage 2. Il existe aujourd'hui. C'est Fuel V1. Ah oui, il Fuel V1. Mais avant même, il y en a un qui existe depuis bien longtemps. Je sais pas. Bah, c'est StarkEx. Donc là, justement, il a fait l'exemple de DYDX V3. DYDX V3, il y a littéralement plus d'opérateurs et les gens sont quand même capables de withdraw leur fonds maintenant. Ouais, DYDX, exactement, Julien. C'est très beau, d'ailleurs. On avait le premier roll-up stage 2. Et c'est magnifique parce qu'en fait, elle a quand même la résistance à la censure, même si c'est centralisé et même s'il n'y a plus d'opérateurs. Parce que là, on est techniquement dans ce cas-là. Donc, c'est pas un truc qui est sur papier. Donc, pourquoi on l'a pas sur Starknet? J'allais venir, ok. Ouais, pourquoi on l'a pas sur Starknet? En fait, sur StarkEx, l'avantage de StarkEx, c'est c'est un cas d'utilisation particulier. Donc, en gros, faire implémenter ce qu'on appelle un escape hatch. Escape hatch, c'est la possibilité d'envoyer une transaction sur Ethereum, sur le L1, pour forcer des actions qui normalement tu ferais sur le L2. Donc, ça s'appelle un escape hatch. C'est une porte de sortie pour s'échapper. Ça, il est relativement trivial de le faire sur des cas d'application isolés. Donc là, typiquement, on l'a fait sur StarkEx, donc dans le cas de DYDX pour un perpetual exchange, ou dans le cas de Sorare pour des NFT. Mais en fait, faire un escape hatch sur quelque chose qui est general purpose, c'est beaucoup plus complexe. C'est très, très dur. Personne n'a encore un design très clair. On en parlait notamment avec Vitalik aussi qui réfléchissait à la question. Personne n'a encore trouvé un design clair qui marche dans tous les cas. Parce qu'en fait, quand tu as un general purpose, tu as plein de edge cases, etc. Donc, il faut vraiment être prudent pour ces escape hatch. Nous, on abandonne pas pour éviter des piratages de fou malade, en fait. Exactement. Soit des failles de sécurité ou soit des désynchros. En fait, tu permettrais une porte de sortie, mais en fait, qui te désynchroniserait les liquidités que tu es censé avoir sur le L2, mais qui n'existent pas dans ton bridge sur le L1. Ouais, je comprends. C'est pour ça que du coup, ni Optimism, Arbitrum, Base, etc., personne n'est en stage 2 de peur qu'il se passe des dingueries. Ouais, exactement. Il y a aussi de la peur d'introduire des failles de sécurité. C'est pour ça que ça prend du temps. Alors, pour revenir sur le sujet de la décentralisation, donc on doit décentraliser quand tu décentralises, tu améliores la résistance à la censure parce que du coup, tu reviens dans les mêmes cas de scénario de résistance à la censure que tu as sur Bitcoin ou Ethereum en disant, en fait, c'est pas grave si je me fais censurer par certains mineurs ou validateurs, il y en a d'autres qui auront des incentives économiques à prendre mes transactions. Moyennant l'arbitrage géographique pour la LOFAC compliance ou tous ces trucs-là. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Tu parlais de décentralisation. Ouais, décentralisation. Donc, tu peux quand même avoir de la résistance à la censure par là. Donc, nous, on va faire ça en plusieurs étapes. La première étape, ça va être la décentralisation des séquenceurs uniquement. Parce que je rappelle, sur un ZK Rollup, on a plusieurs composants, plusieurs entités. Quand tu dis nous, tu dis Starknet. Starknet et les ZK Rollup, de manière générale. Oui, pardon, okay. Donc, les ZK Rollup, ils ont plusieurs composants dans le réseau. En fait, il y a le séquenceur et le prover. Donc, on va revenir sur ce que fait chacun des deux. Le séquenceur, c'est celui qui reçoit les transactions de vous, l'utilisateur que vous envoyez, qui va créer les blocs, exécuter et mettre à jour l'état. D'accord ? Donc ça, c'est fait de manière séquentielle. Ça veut dire pas en parallèle. Bon, il y a une nuance parce qu'on a de l'optimistique parallélisation, mais c'est pas grave. Et ensuite, il y a le prover qui va prendre ces blocs, les prouver de manière asynchrone, en parallèle, et après, de temps en temps, envoyer ses preuves sur le L1, sur Ethereum pour la vérification, etc. Donc, première étape, c'est de décentraliser la partie séquenceur. Donc, nous, sur quoi on part ? On va partir sur une variante de Tendermint. Donc, on prend Tendermint, on va le modifier pour... il y a quelques spécificités, quelques changements de paramètres et quelques petits twists qu'on fait pour s'adapter mieux dans un cas d'un ZK Rollup. D'ailleurs, c'est intéressant, on travaille avec la team Informal System, qui est la team justement qui a implémenté Tendermint pour Cosmos. Donc, bon, évidemment, c'est la meilleure team pour bosser avec nous sur le sujet, donc ça, c'est très cool. Et donc, voilà, on part là-dessus. Donc, en fait, on fait une spécification sur cette partie-là. Et eux, ils partent sur une implémentation de ce consensus-là. Donc, ça sera un BFT classique de type Tendermint, Proof of Stake. Et nous aussi, on part sur une implémentation de notre côté. On veut toujours de la résilience, de la diversité pour qu'il y ait plusieurs implémentations. Au passage, on est les seuls L2 qui se soucient de ça. Malheureusement, tout le monde s'en fout. Le marché n'en a rien à foutre de ça. C'est quand même hallucinant. Mais bref, c'est un autre sujet. En tout cas, sur des positions
prise publiquement. Bah, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai demandé à Coinbase pour le Layer 2 Base, et ils m'ont dit on ira dans le sens de la décentralisation, tu vois. Et je pense que ça me semble évident qu'un Arbitrum ou d'autres le font. C'est qu'en fait. Non, pardon, là, tout de suite, ce point-là, je parlais pas de la décentralisation, je parlais de la diversité des implémentations. Comme sur la diversité, ouais, c'est vrai. Ah, ok, alors effectivement, c'est vrai. Il n'y a que Solana, Ethereum et du coup Starknet qui font ça. Ouais, voilà. Il n'y a aucun autre L2 qui a de la diversité. Donc, ils n'ont qu'une implème pour leur node, une implème pour leur prover. Nous, on a de la redondance sur chacun des trucs, avec des teams externes à Starkware qui les développent. Donc, bref, anyway. Ok. Donc, variant de Tendermint, donc on est en train de l'implémenter, etc. Ça va venir en 2 stages. La première phase, c'est l'activation du staking sans la décentralisation, donc pour valider la partie tokenomics du mécanisme de staking, mais sans la partie décentralisation réelle du réseau. Donc ça va arriver bientôt, là, dans la fin d'année. Donc ça voudrait dire quoi? C'est nativement sur Starknet, je stake mes jetons et j'ai un rendement. Voilà, tu as un rendement, tu as du staking, mais il n'y a pas la vraie décentralisation. Voilà, et ça lance la mécanique, et après vous mettez en place la mécanique, et il y aura toujours mon rendement, mais au moins ça servira à quelque chose. Exactement, voilà. Tout à fait. Très clair, fait en 2 temps. très clair. Donc voilà où on en est. Donc quand la partie décentralisation réelle des séquenceurs va arriver, allez, on est sur une échelle de 6 à 12 mois max. Voilà. Donc ça va venir 2025. Ouais, 2025, ça, on y sera. On y sera en 2025. Ok. Parce que moi j'ai le sentiment que Unichain va ouvrir la voie et qu'une fois qu'il y en a un qui va le faire, bon là je parle d'optimistic rollup du coup, tout le monde va se mettre à le faire progressivement. C'est vrai que c'est peut-être différent du coup. Ouais, et c'est intéressant parce que du coup, Vitalik a mis une certaine pression. Non, pas de traduction, pas avant 5 ans. On n'est pas Avalanche, on ne fait pas des fausses promesses. Bref, tout ce qu'on a dit qu'on a délivré, on l'a délivré on time, voire avant. Non, pas tout. Non, c'est pas vrai. Il y a certaines fois, on a eu des délais. Là, j'ai menti. Mais on n'est pas Avalanche quand même, sur les fausses promesses. Anyway. Qu'est-ce que je disais? Tac. On parlait décentralisation séquenceur phase 1 et après prover phase 2, non? Ouais, exactement. Après, ce qui est intéressant, c'est sur la partie décentralisation du prover. Ah non, Vitalik, la pression. Vitalik a fait son papa. En ce moment, il s'affirme, hein, Vitalik, il se met en. Tu vois qu'il baise, hein. Exactement. On en a parlé, frérot. C'est vrai. Au début, je t'ai dit. Alors, moi, je t'ai dit, Vitalik, le jour où il trempe le biscuit, j'ai peur pour Ethereum. Voilà ce que je lui ai dit en off. Exact. Mais il devient un reply guy sur Twitter, il commence à poser les couilles et à envoyer du contenu. Donc, tremper le biscuit est peut-être bénéfique à Ethereum. Voilà. Mais c'est intéressant, là, il envoie des mèmes, il fait le bonhomme et tout, avec ses bros et tout, il me bute. Il a répondu, je sais pas si tu as suivi l'histoire qui s'est passée avec Bankless et tout, hier quand j'avais pété un cap sur Bankless. Je peux en raconter après. Mais t'as Vitalik qui a sorti un vieux Starknet browser et c'est trop marrant, c'est devenu. Oui. Anyway. Ok. Donc Vitalik qui a mis un coup de pression, du coup depuis qu'il trempe le biscuit comme tu dis. Désolé mon frère Vitalik, heureusement que tu comprends pas le français. Non d'ailleurs il comprend cet enfoiré. Et je te jure, j'étais à Paris avec lui, bloqué dans une voiture pendant 30 minutes dans un Uber. Et à un moment je parle au Uber en français. Et je vois que cet enfoiré il capte et il me répond. Tu vois, il me dit, mais frérot tu parles combien de langues? Il me dit 6 ou 7. Je dis, ah ouais. 6-7, ouais. Ouais, t'as le time, toi. Maintenant, il aura plus le temps d'en apprendre. Les langues qu'il pratique, c'est pas le même genre de langue, là, en ce moment. Je pense, t'as l'air d'être un connaisseur de tout ce qui est. on revient sur ce sujet. Revenons-en à la cryptographie. Yes. Donc il a mis un gros coup de pression, on va y arriver. Il a mis un gros coup de pression, il a dit à partir de l'année prochaine, je ne parlerai plus des L2 qui ne sont pas passés au moins en stage 1. Donc il y a une classification des états de sécurité justement des rollups que vous pouvez trouver sur L2Bit notamment. Ouais. Tu as une classification où ils expliquent exactement les cases à cocher pour faire partie de tel. Oui, il a raison, le dernier qui a mis un commentaire. Pour savoir qui fait partie de quelle catégorie. Donc, on va voir le classement avec un petit camembert qui va te dire oui, tel roll-up, il est dans telle catégorie. Et il a dit les gars, les frérots, à partir de 2025, les L2, vous n'êtes pas en stage 1, vous n'existez pas pour moi. Ouais. En gros, les stage 0, parce que en gros, ce que tu expliques, c'est de passer stage 1, c'est pas non plus un truc de fou. Et d'ailleurs, Starknet, vous ne l'êtes pas. Non, on n'est pas. Ouais, il nous manque justement. On a des débats justement parce que. Ça arrive quand? Alors, stage 1, ça dépend si la classification reste telle qu'elle est ou pas. En gros, il y a des débats de savoir est-ce que
Justement, pour savoir dans laquelle approche on doit aller en premier, entre le escape hash que je te disais tout à l'heure ou la décentralisation. Si jamais la décentralisation est le seul critère qui rentrerait dans la catégorie d'un stage 1, dans ce cas-là, ça va mettre plus de temps. Mais si jamais un escape hatch rentre dans cette classification, ce qui pour moi honnêtement devrait être le cas, parce que techniquement parlant, moi philosophiquement, je trouve que l'escape hatch est même encore plus puissant que la décentralisation pour la décentralisation. Ouais. Je le trouve mieux. Bah parce que c'est le fric des utilisateurs, donc déjà si tu as ça, tu peux protéger les fonds des utilisateurs. Ouais, exactement. Oui, d'ailleurs, le Siam, je ne sais pas qui t'es, mais t'es vraiment un bon. Tu dis les termes parce que c'est énorme. Cette hypocrisie aussi qui se trouve dans l'écosystème Ethereum commence à me gonfler. Donc moi aussi, je vais mettre un coup de pied sur la table à Vitalik, au père, dire c'est bien beau de dire ça, mais il a raison. Les mecs, nous c'est ça nos tests, les gars. Dire, nous, on a des zero knowledge proof sur tous nos blocs, etc. On parle de mecs qui vont être stage 1 on paper, mais certains, ils n'ont même pas des fraud proof. Ou alors, comme il dit, ils n'ont pas d'audit. Enfin, c'est hallucinant. Donc, ils passent le benchmark pour devenir stage 1, mais c'est du flanc. Et dans la tête des gens, ils vont se dire « Oh, je suis safe !» Tu t'imagines les dérives. Alors que techniquement, en vrai, ils ne sont pas plus sécures que nous. C'est même le contraire, si tu veux. Donc, enfin bref, c'est vrai que c'est intéressant cette sorte de double standard qui existe. Mais bon, il a mis du point sur la table, ce qui en soi est louable. Mais... Alors, voilà, si je dis les termes, c'est qu'il y a la petite mafia AOP et tout, ils sont gentils, mais ça arrose à coup de RPGF et ça oriente un peu la façon dont L2Bit classifie les choses. Voilà, si je dis les termes. C'est quoi RPGF? Ah, pardon, c'est les Retro Public Good Funding. J'aime bien ça. Ouais. C'est de la subvention rétroactive, donc je vous dis le game. Là, on est d'une transparence en tant que média. En fait, sur tout cet écosystème, si vous couvrez bien certains layers 2, etc., et que vous prouvez que vous avez couvert, vous pouvez prendre des subventions rétroactives. C'est pareil pour les gars qui font des trades sur Twitter. C'est pareil pour les gars qui font des vidéos sur YouTube, etc. Si tu arrives à prendre un feu vert de la part de la fondation, tu as de l'argent qui tombe. Donc, il peut y avoir du favoritisme fait par l'argent. Je te laisse reprendre. Ouais. Bah tiens, Sayam, je sais vraiment pas quitter, mais mec, t'es vraiment un bon. Et il redit les termes encore une fois, hein, parce que ça, il faut pareil appeler un chat un chat. Sur les succès BD marketing des gens, la réalité, elle est là. J'ai pas envie de le dire oralement, mais voilà, tu peux le dire. Non, après, c'est le jeu. Non, mais après, c'est le jeu. Ils ont print du token et maintenant, ils arrosent pour faire venir chez eux. Après, c'est le capitalisme. De toute façon, tu peux pas lutter. Là-dessus, tu peux pas lutter. Ouais, c'est marrant que bien dépensé. J'aimerais bien qu'on en reparle en off justement de ce truc-là, parce que c'est super intéressant. Ouais, très bien. Du coup, est-ce que tu avais terminé sur la partie décentralisation, censure, etc. Sinon, moi, j'ai une autre question pour toi. J'ai terminé. Parce qu'on est sur des sujets très techniques et j'essaie de leur parler des trucs qui les intéressent. Qu'est-ce qui les intéresse? C'est gagner des sous et s'amuser sur Twitter. Bon, du coup, la folie des transactions par seconde. On viendra à Starknet après, mais on va d'abord parler d'Ethereum. On sait aujourd'hui que depuis qu'Ethereum a mis sa mise à jour Duncan, on a donc un espace de bloc pour de la transaction éphémère pour les roll-ups. Et ces roll-ups, on serait capable de taper quelque chose comme, je crois, 170 transactions par seconde pour l'espace blob. Et t'en rajoutes à peu près 400 et quelques de plus s'ils prenaient tout l'espace de bloc call data classique du L1 Ethereum, c'est-à-dire ce qui se passait avant. Et donc, en additionnant tout ça, imaginons qu'on a un Ethereum tout frais, voilà, où tu as un roll-up qui prend tout l'espace de bloc du L1 et tout l'espace de bloc fait pour les roll-up, qui prend tout pour lui. On a 607 transactions par seconde à peu près pour un optimistic roll-up. C'est un petit peu différent pour les Validity roll-up type Starknet, etc. Tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi. Déjà, justement, on parle de 600 transactions par seconde pour des optimistic roll-up. Vous, dans le cas de Starknet ou d'autres qui utilisent un mécanisme appelé de state diff, où on va pas poster toute la donnée, on va poster un moins gros volume de données, c'est la différence d'état entre les blocs. On pourrait monter à combien de transactions par seconde, selon toi? Excellente question. Alors, techniquement, j'ai envie de te dire, ça pourrait être théoriquement infini. Alors, je vais mettre des gros guillemets là-dessus. D'accord. En fait, le truc, c'est que ça dépend de la fréquence de settlement. C'est-à-dire, si on fixe une limite on considère qu'on doit au minimum settle toutes les 12 heures, 6 heures, peu importe. Là, dans ce cas-là, il y aura forcément une limite. Mais parce qu'en fait, dans l'absolu, pourquoi je dis ça? Le modèle des state diff, il est intéressant, donc on va commencer par ça. Donc, l'optimistic rollup notamment et certains validity rollup qui sont en mode transaction data, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'en fait, ils doivent envoyer toutes les données de transaction.
tout ce qui se passe. Donc, en fait, c'est un gros problème. Donc, ils ont une version compressée, d'accord? C'est un peu plus intelligent que ça, mais quand même, ça demande de la data linéairement au nombre de transactions qui vont être. Ils doivent poster un gros volume de données sur le L1, et comme la donnée, elle a un coût, et en plus, on est limité en espace de données qu'on peut stocker, on est bloqué autour des 600 transactions par seconde. Exactement. Ça, c'est pour les modèles transaction data. Donc, Optimistic Rollup et les Validity Rollup en mode transaction data. Donc, pour dire, il y a Scroll, Polygon. Bah, c'est simple. On va dire ceux qui sont en state diff, il y a nous et zk-sync. Tout le reste, ils sont en transaction data. Nous, alors, state diff, c'est quoi? C'est à la place d'envoyer les données de transaction, c'est je vais envoyer la différence d'état d'un bloc à l'autre. Là, un état, c'est quoi? C'est Capet, il a 100 ETH. Abdel en a 10, Picsou en a 5, etc. Et nouveau bloc, Picsou dépense, Abdel en gagne. Voilà, les moins et les plus, exactement. Voilà. On met les moins et les plus et on refait la somme. Donc en fait, c'est intéressant parce qu'en fonction de l'usage, c'est diablement efficace. Parce qu'en fait, typiquement Flippy Flop, on va y revenir tout à l'heure, c'est littéralement l'exemple magique de la puissance des state diff. C'est qu'en fait, si admettons que tu as un cas où tu as une sorte un peu de monopoly d'utilisation sur quelques smart contracts. Donc, typiquement, c'est ce qui est le cas sur toutes les blockchains qui existent. Exactement. Tu as les AMM majeurs qui marchent. Voilà, exactement. Donc, c'est vraiment le cas. C'est vraiment dans la pratique ce qui se passe. Et en fait, le state, les modifications d'état vont être localisées. Donc, plus tu attends, plus c'est intéressant. Parce qu'en fait, tu as des plus et des moins qui vont s'annuler constamment. Et à la fin, en fait, tu vas avoir une toute petite ardoise pour réconcilier à la fin. Un peu comme le Lightning Network, en fait, si on résume. C'est un peu le même mécanisme dans Lightning Network où tu fais une ardoise. Mais techniquement, si tu es capable d'attendre plus longtemps, tu peux juste continuer ton ardoise comme ça autant que tu veux. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de limite. Techniquement, si on n'ajoute pas cette contrainte de soumettre pour avoir une finalité du L1 toutes les X heures, en fait, on peut aller à l'infini. Donc, dans la pratique, évidemment, on ne peut pas se permettre ça. Il faut une finalité du L1 au bout d'un moment. Mais on peut jouer avec ces facteurs. D'accord. Donc, nous, on fait des expérimentations, typiquement par rapport à ça. Parce que là, on a bombardé sur Flippy Flop, on va revenir dessus. Et on revient juste après dessus. Ouais, on va revenir après dessus, donc je préciserai. Mais il y a de la marge de manœuvre en fait sur les state diff. Donc, les state diff sont diablement efficaces, d'autant plus quand tu as une concentration d'utilisation sur quelques smart contracts, ce qui est dans la pratique souvent le cas. Donc, on peut aller beaucoup plus haut. Donc, même dans des modèles où on va settle toutes les 6-12 heures, on peut aller beaucoup plus haut. Là, on a montré, on a atteint les 857 TPS, mais on n'était pas bloqué. Enfin, c'était juste ce qu'il y a eu en demande. Sachant qu'en plus, on va peut-être parler après des futures upgrades, mais on a des upgrades dans le pipe qui vont augmenter. On va parler très en détail de Starknet dans un temps 2. Okay. Est-ce qu'il y a un risque de double dépense sur Starknet avec un bug réseau? Non. Non, pourquoi? C'est impossible. Alors non, pourquoi? Tout simplement parce que tout est prouvé sur le L1. Et donc en fait, si tu faisais une transition d'état qui est invalide, elle serait rejetée au niveau du L1. Ok, voilà, très simple. Du coup, j'ai vu dans les papiers de Vitalik, on nous parle de Peer DAS, qui nous permettrait de pouvoir vérifier de l'information, c'est ça, mieux, plus rapidement. J'avoue que c'est pas très clair. En gros, l'idée c'est quoi? C'est que là, le problème de la data availability actuelle sans le sampling, c'est que pour vérifier la data, tous les validateurs doivent partager toute la data. L'idée du sampling, c'est qu'en gros, en demandant l'équivalent de 1% de toute la donnée, tu peux être sûr que la donnée, elle est bien disponible. Donc, en gros, c'est comme Celestia, c'est que chacun prend un petit pourcentage. Et comme il y en a énormément de gens qui chacun vérifie un petit pourcentage, de manière optimiste, on se dit que tout a été vérifié. 100%, tu as raison, c'est exactement comme Celestia. La façon technique de le faire est différente. Sur Celestia, on parle de Reed-Solomon encoding. C'est des codes de redondance cyclique un peu, c'est comme l'équivalent de CRC. Et sur la famille, sur la partie Ethereum, pour le donc sharding, c'est du sampling qui est basé sur KZG. C'est pour ça qu'il y avait eu cette fameuse cérémonie. Le Trusted Setup, il servira à ça. C'était en prévision de pouvoir faire le sampling. Et du coup, qu'est-ce qui empêche Ethereum de mettre plus d'espace pour les blocs éphémères? Parce que là, on parle de 3 blobs, je crois, par bloc. Si je dis pas de bêtises, on voudrait passer à 8 ou 16. Pourquoi ça met du temps à augmenter cet espace de disponibilité des données? Alors, il y a une logique un peu conservative. En gros, y aller doucement, de voir aussi valider comment se comporte le modèle économique des block price. Tu vois, la formule d'ajustement qui est un peu comme EIP 1559, de voir si elle n'est pas trop agressive, si ça marche bien dans la pratique, etc. D'ailleurs, nous, on a permis de la stress test, la formule de block price, c'est intéressant. L'airdrop de Scroll aussi a permis de la stress test. TLDR, c'est probablement bullish pour Ethereum. Les gens sous-estiment à quel point les blobs, en fait, tu vois, c'est aussi un truc qui pourrait concilier. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là où on va se rendre compte que les L2 sont pas parasites, en fait. Et que c'est bon, en fait, parce que ça va donner
beaucoup de monetary premium à ETH. Parce qu'en fait, plus les L2 vont avoir d'activité, plus ils vont burner. En fait, ils vont juste burner à mort de l'ETH, en fait, grâce à cette formule agressive de block price. Donc, en fait, c'est sain. Donc, ok, voilà. dans quel sens? C'est-à-dire, ah oui, c'est parce que c'est un marché secondaire, on va dire, pour les roll-up. Donc, si on sature l'espace via les roll-up, on commence à brûler de l'Ether, comme on le faisait à l'époque où Ethereum, il y avait beaucoup. Et donc, Ethereum peut redevenir déflationniste et compagnie, etc. Mais pour ça, il faut que ça sature sur Ether. Donc, on n'est pas pressé non plus d'augmenter l'espace éphémère, parce qu'on veut que ça sature. Bah, en fait, non, c'est pas volontaire de dire ça, c'est juste de dire, s'assurer que la formule d'ajustement, elle tient bien la route, etc. Faut pas que non plus que ça tombe dans des cas délirants où, en fait, au moindre spike d'activité sur Base, ça fasse exploser le block price et que tous les L2 se retrouvent en cacahuète. Ouais. Malheureusement, c'est un peu le cas d'ailleurs, parce que justement, le fait que l'optimistic roll-up, il scale beaucoup moins. Tiens, justement, on va revenir encore après sur Philippi Flop, mais nous, on a montré qu'avec un volume énorme, on n'a pas eu de spike de fees. Alors que quand c'est arrivé sur Base, il y a eu des spikes énormes en termes de fees sur Base. Donc voilà. Et alors, pour revenir à ce que je te disais, en fait, pourquoi on ne peut pas augmenter trop le nombre de blobs? C'est que tant qu'on n'a pas le sampling, on se met une balle dans le pied dans la bande passante pour la data availability. C'est pour ça. On pourra pleinement débloquer les blobs quand on aura le sampling. Ok. Donc ça, l'an prochain, peut-être. Ouais. Bon, si Dieu le veut, comme on dit. Ouais. Maintenant, avant d'enchaîner sur du pur Starknet, on va commencer à parler un peu de Starknet, mais en fait, aujourd'hui, le but, ça va être de se mettre dans la peau de l'utilisateur, parce que l'utilisateur retail, il va sur des meme coins, ou alors il achète des altcoins comme d'habitude. Mais moi, ce que je vois, ceux qui sont vraiment actifs, c'est bon, on a passé la mode des NFT, on a passé la mode des airdrops. Là, on est sur du trading de meme coins. Les gens sont sur Solana, sont sur Dex Screener, et donc ils aiment pouvoir ape très rapidement dans un jeton. Et moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que pour le cas très spécifique de Starknet, t'as pas beaucoup de choix de jetons parce que c'est pas EVM. Donc, j'en viens à Kakarot ZK EVM. Kakarot ZK EVM qui va nous permettre d'être compatible avec l'EVM sur l'écosystème Starknet. Qu'est-ce que ça va apporter à Starknet? Première chose. Seconde chose, est-ce qu'on va devoir encore utiliser un jeton différent pour pouvoir l'utiliser, ou est-ce que ce sera du Stark, ou est-ce que ce sera de l'Ether? Ça va donner quoi en termes d'expérience utilisateur, ce Kakarot? Ouais. Kakarot, donc ce que ça va donner, c'est la compatibilité EVM sur Starknet, donc ça c'est cool. Donc techniquement, ça va donner la capacité à n'importe quelle application EVM de déployer sur Starknet, ce qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas faire. Donc évidemment, c'est plus sans bidouillage supplémentaire. Sans bidouillage supplémentaire. Parce que je crois que sur zkSync, sur zkSync, il faut du bidouillage supplémentaire. Et ils se disent EVM compatible, mais c'est un peu le bourbier. Exactement, il y a plusieurs niveaux de compatible. Nous, Kakarot, c'est du bytecode compatible. Ça veut dire littéralement le même code qui est compilé, tu le prends tel quel s'il est sur Ethereum, il marcherait sur Starknet via Kakarot. Effectivement, zkSync, il y a une couche de compilation intermédiaire. Donc, ils ne sont pas bytecode compatibles. Ouais, tout à fait. Scroll, par exemple, eux, ils sont bytecode compatibles. Donc, Kakarot serait proche de Scroll. C'est comme Scroll en termes de compatibilité. Donc, ça donnerait ça. Donc, tu pourrais utiliser des wallets EVM, Rabi, Metamask, whatever, sur Starknet directement. Pour la question du jeton pour payer les gas fees, ça, je ne peux pas te dire si eux, ils envisagent de rajouter un autre. Techniquement parlant, ils supporteront les mêmes gas fees supportés par Starknet, mais après, rien ne les empêcherait, eux, de faire d'autres rules. Rules, et peut-être si un jour ils lancent un jeton, mais ça, c'est entre les mains de la team Kakarot, ça, je ne peux pas me prononcer. Donc voilà. Et donc, ça permettrait d'avoir une expérience de type EVM avec les wallets Metamask, Rabi, tout ça. Intéressant, ils ont donc très très cool, ils ont innové pour implémenter ce qu'ils appellent le dual VM, qui est la possibilité de faire de l'interop, c'est-à-dire d'un contrat Kakarot EVM pourra dialoguer, communiquer avec un contrat Cairo Starknet normal. Donc une app, c'est très cool aussi pour eux parce que ça veut dire que les apps Kakarot peuvent accéder aux liquidités de Ekubo, tous les AMM, etc. Donc, ils n'ont pas besoin de bootstrap un nouveau écosystème, etc. Ils amènent la compatibilité, mais ils restent interopérables avec les contrats. Un développeur qui se tâtait, un développeur écosystème EVM qui se tâtait à aller sur Starknet va pouvoir rajouter un peu du code Cairo pour pouvoir ajouter des fonctionnalités, des possibilités à son application. Oui, ouais, c'est ça. Ou s'interfacer et en appelant directement des contrats Starknet Cairo. Ouais. Donc, par exemple, ça partagerait alors au niveau partage des liquidités avec l'écosystème EVM, ça faciliterait les choses aussi, j'imagine. Exemple. Aujourd'hui, on voit beaucoup de bridges
où tu as Solana et que des chaînes EVM, et Starknet, il est sur le Teco. Oui. Là, ça permettrait très rapidement de pouvoir se brancher à Starknet d'une certaine façon. C'est pour ça que ça peut être un game changer pour nous, pour toutes les intégrations, effectivement. Ouais, tu l'as bien dit. Layer 0, Wormhole et compagnie, on en chie à cause de ça, parce que eux, évidemment, ils ont un backlog, ils priorisent toujours les chaînes VM, parce que c'est beaucoup moins de travail d'intégration, forcément. Et on n'a pas la masse critique pour qu'ils justifient. Tu vois, par exemple, à Solana, c'est pas EVM, mais évidemment que tu vas faire du Solana, parce qu'ils ont la masse critique pour le faire. C'est ça. Donc ça vous permettrait de bridger avec Solana aussi, du coup. Exactement. Par effet ricochet. Ok, très bien. Très clair pour moi. Bon, bah, du coup, pourquoi, avant Kakarot, ZK EVM, on galère encore à avoir du choix de jetons sur des decks type Ecubo, etc. Il n'y a quasiment aucun choix. Pourquoi? Alors, tu veux dire les jetons qui sont listés de base dans l'application? Ouais, on peut swap, mais on peut pas faire grand-chose. Et ça, c'est... Tu vois, si t'as envie de faire des bêtises, acheter, je sais pas, du NIR, des Layer 1 un peu connus du Sui, du Aptos dans l'écosystème Starknet, tu peux pas, en fait. T'es obligé de bridger, sortir et tout. Tu vois, t'as pas de wrap token ou de jetons synthétiques, que sais-je. C'est extrêmement chiant. Ouais, non, t'as raison. Alors pourquoi, je sais pas. Je sais pas, t'as raison. C'est une vraie question. Je sais que y a plusieurs teams d'écosystème Starknet qui m'ont parlé de ça, du manque de jetons récemment d'ailleurs. Oui, effectivement, je crois qu'il y a la team Nimbora et Avenue. Et je crois qu'il y a des choses qui vont se faire, mais je suis pas sûr, donc je vais pas prononcer. Alors nous, ce qu'on veut absolument, c'est tout ce qui va être les différentes représentations des wraps BTC. Pour nous, ça c'est majeur parce que aussi par rapport à nos ambitions pour la partie Bitcoin, etc. Donc pour nous, c'est ça qu'on va prioriser. Maintenant, sur l'écosystème, c'est vrai, peut-être que tu penses vraiment que c'est genre quelque chose qui freine les gens? Par exemple, je sais pas, quand tu vas, tu utilises quel L2 VM, toi, par exemple? Aucun. Moi, je te dis, quand j'ai quand j'ai envie de faire des bêtises, en fait, ça se fait toujours sur Solana. Ouais, d'accord. Parce que avant, j'avais Phantom. Bon, bah, depuis Phantom sur mobile, tu pouvais faire des trucs. Maintenant, il y a l'application Jupiter. Jupiter, c'est un agrégateur de DEX. Donc, il y a tout. C'est branché à PumpFun. Donc, tu peux acheter des meme coins. Ça marche tout de suite. Il y a tout qui marche, tu vois. Il y a tout qui marche. Là, tu ouvres ton application, et c'est pas pour leur tirer dessus, tu ouvres Bravos. T'as 4 jetons qui se battent en duel et basta. Et donc, ce côté un peu dégène est totalement perdu. Ok, très intéressant. Merci de me remonter ça parce que c'est important. Et quand moi, je te dis honnêtement, en fait, ça me pète les couilles de devoir bridger et d'attendre je sais pas combien de temps que mon bridge y passe, en plus de me faire découper par des frais pour faire mon truc. En fait, ma pulsion débile d'aller acheter une connerie, elle est passée. Alors que sur Solana, t'as une pulsion, t'appuies sur le bouton et ça marche, en fait. Parce qu'il y a une soif d'instantanéité. C'est comme avant, je te disais, baisser le block time, baisser la finalité, machin. Dans le paiement, de toute façon, c'est toujours l'instantanéité. C'est ça que les gens veulent. Ok, d'accord. Là, c'est comme si tu dis, t'as un pote, il te dit, je t'envoie un virement Revolut ou PayPal. Il dit, je te l'ai fait, et toi, pendant 48 heures, tu l'as pas sur ton compte. Tu pètes les plombs. Tu vois. T'as envie que ça arrive tout de suite. Voilà. Ouais, tout à fait. C'est juste ça. Non, mais nous, t'as raison. Là, il faut qu'on augmente drastiquement toutes les intégrations avec les bridges rapides. Il faut qu'on améliore le on-ramping, le on-ramp aussi, que ça soit très simple d'on-ramp via Stripe, Revolut, whatever. T'as raison. Ok. Merci, c'est important de. Ok. Donc ça, c'est un vrai frein, le côté de t'as pas ces trucs d'hygiène que tu peux faire tout en un. Il y a rien en fait. J'ai l'impression qu'il y a le côté tout en un de Jupiter et tout Phantom qui te plaît, par exemple. En fait, je tire un peu, mais en fait, t'as un Starknet qui pèse des milliards de FDV et tous les jetons de DEX, des Nostra, des machins, ça se bat avec 7 millions de FDV, 20 millions de FDV, et t'arrives dessus, t'as aucun jeton. Alors, la tech est très bonne, ça marche super bien, c'est pas cher, mais tu peux rien faire. Alors qu'au final, on se rend très bien compte sur ce marché que limite payer plus cher, les gens ils ragent, ok, mais au moins ils peuvent faire des trucs, tu vois. Donc il y a non, mais la vérité c'est que nous on a toujours fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on a jamais accepté de left curve le truc là, c'est un peu le même du left curve. Tout le monde left curve, Solana left curve, ils embrassent le côté left curve. Et nous, ils sont sur les deux flancs. C'est-à-dire que le left curve, il est communautaire, c'est vrai. Mais quand il se passe un truc, t'as le CEO qui relaie. Tu vas dans une conférence Solana Breakpoint, à l'époque, t'avais les NFT, maintenant t'as des mimes partout, t'as du UN, non, mais c'est ça que je veux dire quand je dis left curve, c'est que la partie à droite embrasse la partie à gauche, exactement. Et nous, des fois, on a toujours eu ce syndrome de trop overthink le truc et de trop penser, aussi trop... Enfin, ça me fait chier de le dire parce que moi, j'ai pas envie de changer, de rester drivé par l'aspect philosophique et tout. Mais c'est vrai que, en attendant, les autres ne le font pas, donc on se fait un peu manger à cause de ça. Et ok. Voilà. Du coup, Kakarot, ZK EVM, ça arriverait quand?
fin d'année, apparemment, mainnet, d'après tout se passe bien. Là, le testnet est actif et tout, pour l'instant, tout se passe bien. Donc, si rien ne change, d'ici fin d'année, ça devrait être en mainnet. Mais bon, une fois qu'on a le mainnet, on n'aura pas tout de suite des applications qui seront Non, dessus. il y aura toujours Ouais, bien sûr. Ouais, tout à fait. Voilà. Et AAV, du coup, est-ce qu'il y a une discussion d'une intégration AAV sur Starknet par le biais de Kakarot ou pas? Je ne sais pas si on a relancé les discussions. C'est une bonne question. Je crois. Alors, la team Kakarot elle-même, elle fait son propre BD, son propre travail d'écosystème, etc. Donc, il faudrait que je leur demande. Mais oui, Cédric, un AAV sur Starknet, ça ferait du bien. Clairement. Ok, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, AAV n'est que sur des chaînes EVM. La seule intégration non EVM qui est à l'étude et qui va se faire, c'est Aptos. Voilà. Ok. Ah, ils font Aptos avant Solana, putain. Ils vont faire, ouais, bah ils ont, il y a un biais anti-Solana que j'expliquerai pas trop. D'accord. Mais je sais qu'ils aiment pas trop. Bon, bah tout, ça les regarde. Voilà. Ok. Donc il y a une personne qui dit Olaf Ripouille qui n'a pas encore utilisé Stark à cause de ça, complètement isolé plus wallet isolé. Très intéressant. Alors, est-ce que j'allais dire pour moi, tu pourrais faire l'effort de l'essayer parce que en fait, j'aimerais bien le feedback de justement quelqu'un qui est bloqué par ça et qui vient, qu'est-ce qu'elle arrive, qu'est-ce qui lui manque, etc. Je te force pas, bien sûr, si t'as pas envie. Mais ça se fait pas naturellement. Ouais, ça se fait pas naturellement. Donc c'est intéressant que ça se fasse pas naturellement, qu'il y ait ces blocages. Pour la petite info, je pense que peu de gens savent que en fait via Snap, tu peux utiliser Starknet via MetaMask déjà. Ouais, depuis peu, tu peux le faire via MetaMask, c'est vrai. Donc, mais bon, voilà. Donc il y a ça. Malgré tout, après je prêche peut-être pour ma paroisse, mais pour moi les wallets qu'on a sur Starknet sont meilleurs. Je trouve que Argent et Bravo sont mieux, mais bon, ils n'exploitent pas leur plein potentiel parce que comme tu as dit, ils sont limités par le côté de qu'est-ce que tu peux faire avec. En soi, au niveau sécurité, etc., ils sont supérieurs. Donc, parce qu'en vrai, franchement, en termes de 2FA et tout ça, franchement, nos wallets sont vraiment avancés. Ils ont une vraie sécurité, etc. Donc, ouais, ok, très intéressant qu'il y a ce côté un petit peu blocage dans la tête des gens qui se disent, bah, de toute façon, il y a un wallet différent et en plus, il n'y a rien à faire. Ok. Alors, j'affiche mon écran, on va montrer quelques trucs intéressants, dont Flappy-Flop, je pense que c'est important d'en parler. Voilà, j'enlève la petite question. Bon, vous avez mes notes à gauche, hein, mais on est entre garçons, on kiffe. On peut effectivement, depuis peu, avoir Starknet sur MetaMask. Les MetaMask Snap, en fait, sont des extensions. Donc, vous pouvez par exemple rajouter Sui, Aptos, etc. Quand vous allez sur MetaMask Snap, vous avez les principales applications. Vous voyez, Avail Wallet, Sui, etc. Vous avez du coup une adresse dédiée. Il va falloir bridger, bien sûr, mais ça peut simplifier d'une certaine façon l'expérience utilisateur. Donc, maintenant, on va parler de Flappy. Ah oui, et Kepler, tu fais bien de le dire. Tous les utilisateurs de Cosmos, maintenant qui utilisent Kepler, vous pouvez utiliser Starknet. Donc, Kepler supporte Starknet. Ah ouais, je savais pas. Bah oui, mec, depuis peu, t'as pas vu l'annonce? Ouais, tu vois, il y a une semaine. Non, j'ai pas vu. Ok. J'ai pas vu. Ok. Et ça se passe comment? Tu rajoutes la chaîne Starknet? Ouais, tu rajoutes la chaîne Starknet, ouais, exactement. Tu rajoutes la chaîne Starknet. Ouais. Ok. Bah, ça, c'est bien. Tu fais manage chain visibility comme d'hab et vas-y, fais-le en live. Montre l'exemple. Ouais. Montre l'exemple, mon capette. On va voir ton solde énorme d'atomes. Bah là, c'est un compte bidon, donc il y a R. Mais chain visibility. Starknet. Allez! Okay. Eh bah ouais, mon gars. Ah oui, c'est un bon début déjà. Bah oui, tu crois qu'on MetaMask et Kepler. Et puis Kepler, t'as même pas d'extension à faire. Bah ouais, c'est en direct. Intégration native, mon copain. Et par contre, t'as une adresse. Oui, mais c'est normal en 0x, c'est normal. Ouais, c'est normal. Ouais. Stylé. Et donc Flappy. Flappy qui est un jeu fait par Cardridge. Alors déjà, Flippy Flop, pardon. C'est quoi le principe, Abdel, de ce petit truc-là? Ouais, est-ce que tu peux demander à MVP Fuji qui précise sur le tweet qu'il veut que je fasse? C'est pas normal qu'on sache pas ça. Sur MetaMask Snap ou sur Kepler? D'ailleurs, c'est vrai que ça veut dire qu'on communique très mal parce que même toi, Capet, tu ne savais pas pour Kepler, il y a vraiment un problème. Ouais, là, je l'ai pas vu. Ah, là, je l'ai pas vu, ouais. Bon, Flippy, du coup, je peux plus l'utiliser, mais le principe, c'était que vous vous connectez. En plus, la connexion, elle est cool parce que vous faites connect, vous mettez un username, tuto Capet, par exemple, vous faites login. Ouais. Ou sign up. Magnifique la UX. Là, vous avez le choix de mettre une clé YubiKey ou votre téléphone. Donc moi, en l'occurrence... Ah, tu fais avec téléphone, toi, ok. Ouais, direct. Hein. Moi, j'ai fait avec les passkeys sur Mac, directement. Face ID. Ouais, après, j'ai pas de Mac, donc du coup, voilà. Ensuite, j'accepte ces fonctions. Et puis, c'est bon, je suis déjà connecté. Ah non, il faut refaire un scan, ok, pas de souci. Ouais, c'est quand même assez rapide. Hein. Et ça crée directement un wallet pour vous. Donc, il n'y a pas de galère. Donc c'est très cool, il n'y a pas de site phrase, pas de crédit privé, etc. Vraiment la UX Web 2. Tu sens pas qu'il y a de la blockchain derrière. Voilà. C'est un bon showcase de la compte abstraction. Vas-y, je te laisse expliquer. Et là, je peux pas le faire parce que le jeu il est coupé. Mais en gros, à chaque fois que vous appuyez sur ce bouton-là en bas, ça va retourner une tuile. Donc en fait, tout le monde s'amuse en temps réel à bombarder sa souris pour retourner des tuiles.
ou utiliser le mode automatique d'ailleurs. Ça augmente son score sur le côté droit. Et en fait, qu'est-ce qui se passe en backstage, Abdel? Chaque clic est une transaction on-chain? Exactement. Donc, ça utilise 3 ingrédients. Ok. Donc, le Paymaster. Donc, le Paymaster, c'est la capacité de payer des transactions pour quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, tu ne l'as pas précisé dans l'expérience, mais vous ne payez rien. C'était sponsorisé, les transactions. Donc, cette capacité que tout est gratuit. Toi, tu envoies une signature, c'est quelqu'un d'autre qui paye pour toi. Donc, ça, c'est le Paymaster, ingrédient numéro 1. Ensuite, les clés de session. Donc, c'est ce que tu as créé au début quand ça t'a dit, voilà, tu acceptes de créer une clé de session pour accéder à telle fonction. Comme ça, tu gardes la sécurité. Cette clé de session te va permettre de faire plein de transactions sans que tu aies à chaque fois à te authentifier pour faire une signature avec ton Face ID ou quoi que ce soit. Ce qui, évidemment, tuerait l'expérience littéralement si tu devais t'authentifier à chaque fois. Donc, la clé de session, tu fais une clé de session pendant la durée de la partie. Comme ça, tu peux bombarder des transactions. Donc, c'est Account Abstraction plus Paymaster plus Session Key et ça donne ça. Donc, une UX propre, Web 2-like, tu vois pas la blockchain. Ouais, un jeu sans blockchain. Exactement. Voilà, c'est ça. Donc, c'était un très belle démonstration de la Account Abstraction et de 2, très belle démonstration de performance sur la capacité de Starknet en termes de transactions. On a atteint… Alors, vas-y. On y arrive sur le on a atteint. Est-ce que ça fait une transaction à chaque clic? Ça fait une transaction à chaque clic, oui. Donc, du coup, si tu as des gens du monde entier qui cliquent, ça fait plein de transactions. Mais comme ça coûte pas cher, ça va. Ok. Ouais. Donc, on espère que ça revienne et on communiquera dessus pour tabasser. Et en fait, c'est une façon de jouer pour stresser Starknet et monter les capacités de Starknet. Oui, exactement. Après, comme des gens qui ont dit, c'est dommage de ne pas en pousser le plus loin et de faire des choses derrière et tout. C'est vrai. Peut-être que pour la prochaine itération, il faudra aller plus loin et de faire un aspect un peu plus compétition entre des factions, des communautés peut-être un peu plus poussées et qu'il y ait une utilité derrière. C'est vrai qu'il faudrait peut-être pousser le concept encore plus loin. On a tapé 127 transactions par seconde en moyenne le 29. 24 heures, ouais, exactement. Ouais, donc ça, c'est en moyenne 24 heures. Et en max TPS, en pic, on a atteint 857 TPS en pic. Donc, on a battu 2 records. Record absolu en pic TPS pour un L2 et record absolu en moyenne sur 24 heures d'un L2. Ouais. Donc, on a battu 2 records historiques le 29 octobre grâce à ça. J'ai vu un autre tweet à ce sujet, mais je ne le retrouve pas. Donc, maintenant, le jeu est coupé. Il le relance quand, tu sais? Je sais pas quand est-ce la prochaine itération. Non, okay. Je sais pas. Ouais. Il corrige des trucs, j'imagine? Ouais, ça a remonté pas mal de trucs, notamment les lags, etc. Il y a eu, en même temps, il y a eu plus de volume que prévu. Donc, ça a créé des lags. Apparemment, apparemment, je l'ai vu. Ça consomme beaucoup de RAM dans les onglets de ton navigateur. Ça peut monter à plus de 2 gigas. Ça fait cracher le navigateur. Ouais, des bugs fixes et peut-être des réflexions, des gens qui discutent sur les potentielles améliorations. D'ailleurs, si vous avez des idées, je vous invite à donner des suggestions d'amélioration. Ça peut être une Pixel War, tout à fait, dans le futur. Je sais pas si tu connais la Pixel War sur Reddit, mais on pourrait faire une Pixel War on-chain, ça pourrait être stylé. Mec, t'es sérieux? Tu le sais pas aussi non plus? Tu connais ArtPiece? On l'a fait ça aussi. Ah, vous l'avez fait ça aussi? Ouais. Artpiece.net. Non, j'ai pas vu ça. On fait des trucs cool et les gens ne le voient pas. Ça veut dire qu'on communique mal aussi. Hein. Bah, c'est pas ça. Vas-y, regarde. Tu peux toujours mieux communiquer. Tu peux toujours mieux communiquer, mais mec, on est sur le marché des crypto-monnaies, on est pollué sur l'information toute la journée. C'est compliqué de tenir des fois l'information. Donc, si tu peux montrer, je vais expliquer ce que c'était. Parce que là, on a fait 2 itérations. On réfléchit pour la 3e itération. Voilà. Donc là, c'est le résultat final de la 2e itération. Donc c'est quoi? C'est un Canva collaboratif exactement inspiré de Reddit Airplace, comme tu l'as dit. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu peux avoir des pixels. Chaque pixel est une transaction sur Starknet. Et tu as le droit à un certain nombre de pixels. Tu as un cooldown de 10 secondes, je crois. Et tu as des quêtes pour gagner des pixels. Et en fait, après, tu as des factions. Des factions, c'est des communautés qui doivent s'affronter entre elles. Du coup, c'est marrant, à un moment donné, on a les gens de ZK-Sync, on les a provoqués, ils sont venus pour essayer de dessiner des logos ZK-Sync. Après, des gens de notre communauté sont venus pour effacer leurs trucs et tout. Et ça, c'est le tableau final à la fin de l'expérience. Ça a duré 48 heures. Et il se paraît que ça avait généré pas mal de transactions, pas autant que Philippe Flop, mais c'est un truc qui était cool. Donc, on fait des itérations tous les 2-3 mois. Donc, je te préviendrai pour la prochaine itération Artpiece, peut-être qu'on ferait une faction française ou un truc qui pourrait être sympa. Ouais, carrément. Oui, c'est le cofondateur Starknet, Eli Ben Sasson, le chauve, comme vous dites. Et le chauve, qui a un peu révolutionné l'histoire des maths, mais oui, le chauve, et c'est le CEO maintenant de Starkware, tout à fait. Ok. Et du coup, j'ai vu aussi, je me permets d'en parler. Le chauve, j'aime trop, il me bute. Unrug Top. Ouais. Qui est un espèce de pump fun sauce Starknet qui est basé sur Unruggable Meme pour lancer des memes qui sont pas censés rug. Et donc, on a vu l'apparition ce matin d'un petit meme coin qui s'appelle Browser. Ça part d'où? C'est quoi l'objectif? Alors, je ne sais pas c'est quoi l'objectif parce que je ne sais pas qui l'a lancé, mais c'est parti du meme de Vitalik. En gros, allez, pour la petite histoire. Donc, Flippy Flop, etc., gros succès, on a communiqué. Et Bankless,
ils ont dit un tweet du genre oh, les Ethereum L2 défoncent tous les rockers, etc. Et moi, j'ai pété un câble. J'ai dit putain, mais tu peux pas dire le nom, frérot. Et en gros, pareil, notre communauté a dit mais dis le nom, dis Starknet, tu vois, ça va pas t'écorcher la bouche, tu vois. Ouais. Et il y a un collègue à moi, Oli, il a dit say Starknet Browser. Et le mec de Bankless, il a dit Starknet Browser. Et Vitalik, il a fait ça. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Okay. Et ça, putain, ça m'a tué. Il est trop marrant. Mais c'est le nouvel art du trempage de biscuits. Hein. Voilà, exactement. Vas-y, le fil, il est là. Donc, il a fait ça. Évidemment, ça a enjaillé la commu. Tout le monde a rigolé. Puis, il y a quelqu'un. Ça montre aussi la puissance du framework Unruggable parce que quelqu'un, n'importe qui, même un non-dev, il peut aller en 2 clics sur Unruggable, créer son meme coin. Avec des protections de sécurité on-chain. Et donc, il a lâché sa merde. Et du coup, pour les intéressés de Memecoin, bon, c'est pas un conseil d'investissement, je fais juste la précision, je suis rentré, j'ai mis 100 balles. J'ai mis 100 balles par là, comme ça, au moins, vous avez toutes les informations. Parce que je me suis dit, bon, c'est un Memecoin, donc le principe, c'est d'ape comme des débiles, le timing, il est bon, j'y suis allé. Mais vous voyez, on a quand même l'interface sur Dex Screener. Et depuis l'interface Dex Screener, vous avez aussi le bouton Trade on Ecubo qui est le principal Dex sur Starknet. Donc après, ça vous ouvre une pop-up. Vous devez connecter les fameux wallets habituels. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a Kepler qui est mis en avant ou MetaMask. Voilà. Et une fois que c'est fait, ça vous proposera de mettre le jeton à acheter, etc. Bref, comme ce que vous avez l'habitude de faire pour vos mimes. Donc, est-ce que ça ira quelque part? Probablement pas. C'est un meme coin, donc c'est du grand casino. Mais vous voyez, aujourd'hui, c'est le seul qui a de l'activité sur Starknet. Oh, on est bien zoomé comme ça aussi. Ouais, j'aurais dû me coiffer, quoi. J'aurais dû me préparer. Non, ça va. J'avais pas prévu que tu mettrais en mode gros plan, tu vois. Mais ouais, ok, stylé. T'inquiète. Au moins, ça fait un peu plus convivial. J'ai l'impression que je suis proche de toi, là. J'ai l'impression que limite, on peut boire un coup ensemble. On est tellement proche, mon Starknet browser. Ouais, grave. Yes. Et du coup, ouais, on avait fait cette petite expérience Reddit un peu style et tout. Donc, on essaie de tenter des trucs. On essaie de tenter des trucs cool. Mais c'est vrai qu'il y a un gap parce que les gens ne le savent pas, tu vois. Donc, c'est vrai qu'on communique probablement mal. Ok. Parce que on a que le système quand même où il y a des gens qui tentent des trucs, tu vois. Là, Flippy Flop, c'est quand même. Ouais, je suis d'accord. Franchement. Je suis d'accord. Mais bon, dès qu'il n'y a plus Flippy Flop, l'activité on-chain sur. Ouais, non, bien sûr. Quoi. Ouais. Mais au moins, on a une shit, tu vois, les gens, ils viennent pas juste faire des copy-pasta, ils tentent des trucs. J'aime bien, moi, malgré tout. Je suis d'accord. Il n'y a pas de reconnaissance du marché. Mais c'est parce qu'il faut du dégène, mec. Ouais. De toute façon, pour le moment, on est en bear d'une certaine façon dans les esprits, à l'exception de Bitcoin et de Solana. Donc, il faut les occuper, il faut les amuser, et il faut du choix de jetons, comme je t'ai dit. Il faut faciliter le bridging, etc. Parce que le seul sous-jacent technologique n'intéresse pas. Même Fuel Network. Fuel Network qui a un concurrent, c'est un putain de banger, hein. Franchement, ils ont fait un truc de fou. Et j'ai pas l'impression que les gens en aient quoi que ce soit à foutre. Non, ouais. Ah, tiens, il y a une petite question, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est hors crypto, mais tu as kiffé DB Daima, prometteur. Je trouve ça prometteur, c'est intéressant. Il y a une vibe rafraîchissante qui me plaît. Ça ressent les vibes à l'ancienne, nostalgique de Dragon Ball. Donc, je kiffe pour l'instant le début, à voir ce que ça va donner. Voilà, pardon. Mais t'as une commu qui est cool, donc aussi on peut parler un peu largement. Bien sûr. Alors, très bonne question. À part la DeFi sur le Web3, il y a quoi? Alors, je vais te répondre très simplement. Vas-y. Mais je vais tous d'abord. Après, tu peux me faire un plaisir, s'il te plaît. Je peux t'envoyer un tweet dans lequel il y a un mec de la fondation Starknet qui a listé les apps les plus stylées sur Starknet par vertical. Donc DeFi, gaming, etc. J'aimerais bien que tu le partages parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore découvert Starknet. Je te laisse finir, pardon. Pas de souci. En fait, le truc, c'est que quand tu fais quelque chose, tu essaies d'être rentable et les seuls trucs qui sont rentables, c'est les stablecoins, la DeFi et les infras. Le gaming, ça paie pas. On voit bien, c'est des jetons qui partent à la poubelle avec des gens qui se prennent le bec entre eux et ça finit souvent mal, le gaming Web3. Après, mis à part ça, la dépine, c'est assez niche. On voit de l'attraction de par le côté intelligence artificielle, machine learning, etc. pour surfer par effet ricochet sur le buzz de Nvidia, mais il n'y a pas d'usage. Il n'y a absolument aucun usage. Donc le problème, il est là, en fait. C'est que c'est la DeFi qui fait survivre cet écosystème actuellement, principalement. Est-ce que ce sera toujours comme ça? Je ne sais pas. Alors, j'affiche à l'écran, du coup, ce que tu m'as dit. On voit mon écran? Ok, donc super. Là, tu as par catégorie, donc les jeux. Ensuite, tu as une catégorie DeFi. Ouais, donc influence. Je suis sûr, mon salaud, tu l'as toujours pas tenté. Non, je n'ai pas encore testé, non. Non. Il y a plein de jeux Web3 que j'ai pas testé en fait. Hein. Ça m'a tellement rendu fou, frère. Ouais, je sais, mais justement, pour le coup, s'il y en a bien qui vaut le coup, je pense que c'est influence. Moi, je suis pas gamer, mais j'ai eu des retours de gamers qui sont pas Web3 justement, et ils avaient même pas compris qu'avec la blockchain au début, et ils kiffent le jeu. En fait, ils jouent pour le jeu. Comme tu l'as dit, dans le Web3, les jeux Web3, ils sont éclatés au sol, tu vois. Mais eux, c'est un jeu que les gens du Web2 aiment, ce qui est plutôt rare. Donc, c'est un bon signe pour moi. Ok, après, bon, ça me parle pas. Non, toi, dans l'influence. Toi, le seul qui va te parler dans le lot, c'est influence. Toi, t'aimes pas les jeux casu, tout ça.
Tu veux les jeux qui sont chiadés aussi visuellement. Celui-là, il est chiadé visuellement, il est complexe. Il faut vraiment une immersion. Il y a des règles, il y a de la stratégie, etc. Par contre, ça demande un temps d'immersion. C'est pas un jeu casu. Bon, c'est pas que ça. Voilà, c'est dans l'espace. Il faudrait que je teste. Il faudrait que je me pose dessus, quoi. C'est un stratégy game dans l'espace. Et c'est surtout ça. C'est une prouesse incroyable. Genre les calculs de gravité, la physique et tout est on-chain. Mais c'est pour ça que je l'ai pas encore testé parce que je sais que c'est quelque chose qui va prendre des heures. Oui, il faut un temps d'immersion. Est-ce qu'il y a des tutos, tu vois, en français, ce genre de choses? Français, non. Mais par contre, il y a un Discord très actif des joueurs qui justement ils se partagent des tips, des stratégies, etc. Apparemment, l'aspect stratégique est vraiment intéressant. Et ils sont très à l'écoute la team sur le feedback pour ajuster les game mechanics, etc. pour l'améliorer. Ils ont sorti un jeton ou pas? Oui. Ok. Très très bas et en fait ils font plein de trucs anti-spéculation pour l'instant, ils veulent aller très doucement de manière organique. Donc ça c'était sur la partie gaming. Games ensuite, après il a plusieurs catégories. Non mais ça tu as toutes les catégories dans le même tweet. Donc, voilà, ensuite DeFi, bon Avenue évidemment l'agrégateur et Kubo. Stark Farm je connaissais pas. C'est un agrégateur de yield. Vezu c'est du lending plus, donc c'est très stylé. C'est l'équivalent de UniV4 pour le lending. Donc en gros ça rajoute la capacité d'avoir des hooks, des extensions pour les trucs de lending. Donc c'est la même différence qu'entre UniV3 et UniV4. Ok. Est-ce que vous avez des bons DEX qui tournent sur Starknet? C'est quoi le plus gros DEX chez vous? Et Kubo. Mais je veux dire DEX perp type perp. Non, il n'y en a pas. Non. Il y en a pas justement. Il y en a qui est en cours, qui arrive sur mainnet, mais là, il n'y en a pas. C'est un des gros trucs qui manque parce que c'est vrai que du perp, ça peut amener potentiellement de l'activité. Ouais, de ouf. Ouais. Il y en a un qui parce que j'avais vu Rabbit X, un truc comme ça, mais c'est sur Starknet ou pas du coup ça? On en a un qui est Paradex, mais qui est une app chain Starknet. Ouais. Et on a Paradex qui est une app chain Starknet, mais qui n'est pas sur le public Starknet. Et sinon, on a celui-là, mais qui n'est pas encore en mainnet. Ok, donc ça va arriver avec Zoal. Du coup. Ça va arriver. Ils ont un Twitter ou pas? Ouais, je crois que oui, il me semble. Zoal Starknet, ça doit se trouver, ça. Ouais, c'est ça. Très bien. Reprenons le tweet d'origine où je me suis perdu dans mes... Voilà. Ok. Et ensuite, social, etc. On a que des trucs que je ne connais pas. À part Bah, Focus Tree, pour le coup, ils ont pas mal d'utilisateurs. Je crois qu'ils ont 5 Ah si. C'est un truc pour t'aider à focus, ça. Ouais, exactement. Donc les Focus Apps, c'est très successful dans le Web 2. C'est parmi les top applications apparemment. Je savais pas, j'ai découvert les Focus Apps. Je savais pas que c'était un vrai truc. Et eux, c'est ça, mais en Web 3, donc sur Starknet. Ils avaient levé 2 millions en seed. Et ils font du bon travail, une application mobile qui est cool et tout. Apparemment, les gens aiment bien. Moi, c'est pas mon délire, les apps Focus, mais apparemment, il y a un créneau pour ça. Donc c'est cool de voir des gens qui explorent cette partie-là. Et bah, du coup, les gars, je pense qu'on est sur un bon format d'émission pour la rediffusion. Vous avez le Twitter de Abdel que je vous mettrai en description, bien sûr. Vous pouvez aussi suivre Starkware, bien entendu. Comment on fait pour vraiment être incollable sur l'actualité Starkware, à l'exception de Coin Academy, bien sûr, qui en couvre beaucoup? Ouais, Coin Academy, déjà, c'est très très bien. Ensuite, si vous followez le Twitter de Starknet, Starkware et moi, vous devez être pas mal déjà pour un bon début. Et n'hésitez pas à venir nous contacter si vous avez des questions sur Starknet en général, sur les choses à faire. Déjà, je vous conseille de regarder un peu le tweet dont on vient de mentionner, qui est un bon moyen de faire un petit tour, découvrir des apps sur Starknet. Et prenez pas la mouche, je follow et unfollow constamment Starknet, c'est que des fois ça spam, donc je unfollow et après je refollow, etc. Ah ouais? Ouais, je savais pas. Ouais. Non, mais ça, je le fais avec tout le monde. Hein. Ah ouais, okay. Tout le monde, que ce soit les médias, par exemple Cryptos, tu vois. Mais moi, enfoiré, je viens de capter que tu m'avais unfollow, non? Non. Ah, ok. Non. Mais toi, tu spammes pas. Non, c'est vrai. Non, moi, je spamme pas. Non, mais c'est juste que tu vois, t'as des comptes, ils retweetent l'événementiel, ils retweetent la communauté, ils spamment de trucs et tout. Et au bout d'un moment, j'ai ma TL me fait péter les plombs, donc je ne follow et puis je reviens plus tard. Je ne mute pas parce que si je mute, là, je vois plus du tout, du coup. Donc, d'accord. Okay. Mais du coup, 120 TPS en constant sur toute la journée, 857 en pic, un frais, les frais sont extrêmement bas, c'est incroyable. Et quels sont les prochaines steps? Parce que c'est vrai on devait parler des prochaines mises à jour très, très rapidement, donc on a Kero Native. Ouais, exact. Kero Native qui va augmenter par 2 voire par 3 la puissance de Starknet, de ce que je comprends. Ouais, donc ça peut être intéressant. On pourrait atteindre la barrière symbolique des 1K TPS et là on va commencer à causer. Même plus, hein. Même plus, je pense. On veut être conservateur, mais en vrai, je pense qu'il y a moyen qu'on soit pas mal. Donc plus que Solana, qui fait entre 800 et 1003. Apparemment, d'après Mert, il a l'air de dire que ça peut monter à 4K. Là, à 4000, ouais. C'est vrai que Mert, il est carré sur le principe.
si les autres blocs Explorer, en sachant que Solana FM appartient à Jupiter, hein, ça a été racheté par Jupiter. Donc je je savais pas. Solana. Ouais. Ah, ok. Ok, donc il y a Kiro Native. Il y a quoi ensuite qui arrive sur Starknet? T'as Volition? Volition, mais c'est bon, il y a encore un peu de temps pour Volition. Dans les plus immédiats, ouais, c'est Kiro Native. C'est le plus impactant. Les autres, tu as toujours des améliorations mineures, etc. Les gros chantiers, ça va être la discussion sur comment passer en stage 1. Est-ce qu'on passe sur la partie escape hatch ou on mise tout sur la décentralisation? Il y a le staking qui arrive. J'avais pas vu qu'il y avait le message par-dessus nos têtes depuis tout à l'heure. Bon, je l'ai enlevé. Ok. Ouais, passer en stage 1. Passer en stage 1, qui va être prochain boss. Amélioration constante. Après, la performance, c'est plus tant le sujet pour l'instant. On a déjà des performances énormes par rapport à la demande qu'on a aujourd'hui. Donc, bon, c'est pas forcément la prio. Mais ouais, staking qui arrive. C'est un peu les grosses actualités pour l'instant. Ça arrive quand le staking? Fin d'année. Q4, ouais, le prochain trimestre. Et niveau rendement, ça donnerait quoi? Alors ça, j'ai pas suivi dans les discussions. Je pense que ça va tourner autour des 5, grosse louche. 5% l'année? Ouais, je pense à la grosse louche. Je ne veux pas te dire de bêtises, mais je pense que c'est... Et t'as un temps de lock où tu peux rentrer et sortir comme tu veux? J'en sais rien. J'ai pas du tout travaillé sur la partie stacking. Je me demanderai à mes collègues, je te leur dirai en off si tu veux pas de donner souci. la précision. Ouais. Pas de souci. Ok, très bien. Et bah écoutez, vous avez les liens utiles en description. Comme d'habitude, toutes les grosses news, elles sont couvertes sur Coin Academy. Vous connaissez Coin Academy que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on envoie du stake le 5 novembre sur les élections présidentielles américaines avec soit Trump, soit Kamala Harris. Précision, par contre, il y a quelqu'un qui dit que le rendement il fonction du staking ratio. Effectivement, il y a une curve. Il y a une curve qui dépend du pourcentage de staking. Un peu comme voilà, sur les Cosmos, Chain et compagnie. Quoi. Donc merci à toi Abdel. Du coup, on a fait le point sur Ethereum, on a fait le point sur Starknet. J'espère que ça vous aura plu. Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à liker pour ceux qui écouteront sur YouTube. Et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Ciao tout le monde. Merci à tous. Salut, merci.